Webinaire. L'idée, c'était de présenter les porteurs de projet, le projet, et puis aussi de vous expliquer pourquoi sur cette opération-là, on était parti sur un modèle un petit peu différent de ce que vous aviez l'habitude d'avoir, puisque, comme vous le savez, habituellement, on travaille principalement en obligataire simple pour accompagner les sujets de marchand de biens. Et dans le cadre de ce projet-là, aux côtés de Dalmar, sur ce projet à Bordeaux, le fait que la banque accompagne en financement notamment, nous a contraint de faire évoluer un petit peu ce modèle qu'on regarde depuis déjà plusieurs mois, hein, d'accompagner les porteurs de projets en equity, en action à leur côté, en tant qu'associés. Alors, il reste, et on le verra par la suite, hein, il reste les porteurs de projets, les opérateurs, et c'est eux qui vont gérer au jour le jour l'opération. Mais c'est un autre montage, un autre modèle de financement où on vient en tant qu'associé aux côtés d'Almar pour réaliser l'opération. Dorian, Zakaria, je vous laisse peut-être vous présenter tous les deux et présenter un petit peu l'historique du groupe d'Almar et ce que vous aviez déjà réalisé comme projet sur la région notamment. Bien sûr, avec plaisir. Donc moi je suis donc Zakaria Dalati, 35 ans, donc opérateur sur Bordeaux en tant que marchand de biens principalement, de formation licence en droit et génie civil. Et puis je suis dans la région depuis à peu près maintenant 12 ans, donc en tant qu'ingé, et après je me suis développé dans la partie commerciale, à monter une agence immobilière, enfin à travailler pour une agence immobilière, après une, deux et trois. Et j'ai rencontré Dorian dans mon parcours commercial et je faisais d'ores et déjà des petites opérations à taille humaine, disons, des appartements, des T1, T2, T3 à l'époque, en rénovation et en revente. J'ai rencontré Dorian rapidement, qui s'est présenté en tant que futur marchand de biens aussi également, qui avait déjà fait une opération sur Bordeaux Centre. Et on s'était lié d'amitié très rapidement et on s'est rendu compte qu'on avait une complémentarité parfaite. Et on s'était dit pourquoi pas travailler ensemble. Donc on a commencé à créer une société de travaux. Pourquoi? Parce qu'à Bordeaux, il y a eu une époque où il y avait pas mal de Parisiens, notamment de Lyonnais, qui venaient s'installer dans la région et qui ne voulaient pas se positionner sur des produits à rénover. Donc on s'était dit on va créer une société de travaux pour répondre à ce besoin-là. Et puis on s'était dit ça va nous permettre aussi de bien avoir une équipe et de constituer une équipe solide pour le développement de nos affaires marchandes. Donc, tout de suite après, on a créé une société de marchands de biens, on a commencé à acheter des actifs et grâce à notre société de travaux, on a été assez réactif pour la réalisation et pour évidemment avoir des coûts intéressants. Voilà, donc ça concerne justement notre début d'association. Et puis très vite, on a commencé à faire un immeuble, ça a fonctionné, 2, 3, ça a été très rapide. On a eu la confiance des banques, notamment une en particulier qui nous suit sur pratiquement tous nos projets et qui nous a jamais encore limité à ce jour. C'est la Banque Palatine et d'ailleurs c'est bien elle qui se propose de financer ce projet. Et puis voilà, donc nous dans les grandes lignes, on a fait quand même pas mal d'affaires qui ont été longues avant ces 2 dernières années au vu de la situation économique et financière. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, on a réussi à vendre ces actifs. Est-ce que tu peux peut-être juste je ne sais pas si tu as sur un ordinateur, mais on n'entend pas très bien. Pardon. Ouais. Ok. Et apparemment, on n'est pas les seuls, il y en a plusieurs qui ont fait la remarque. Ok. Vous m'entendez peut-être mieux là? Je ne sais pas, je me suis rapproché considérabablement. Ok, là c'est mieux, ouais. Voilà, donc dans les grandes lignes, la rencontre avec Dorian, elle a été, on s'est rencontrés dans le cadre professionnel. Donc on a décidé ensemble de commencer par créer une société de travaux. Cette société de travaux, tout simplement parce que j'avais 3 agences immobilières à l'époque, et ces 3 agences-là faisaient qu'on avait besoin de prestataires sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient acheter
des biens ici, mais pas à rénover forcément, du fait qu'ils n'étaient pas de la région, ils ne connaissaient pas d'artisans ni rien. Donc, on a commencé avec une société de travaux et très vite, on a voulu se développer dans des affaires de marchand de biens plus importantes. Voilà. Depuis que je suis associé avec Dorian, on a commencé à faire des immeubles, alors qu'autrefois, je faisais des petits appartements et des terrains, notamment des T2. On a très vite, donc on a commencé à faire un immeuble, 2, 3, bon, on a commencé à augmenter la cadence. On a eu un petit frein depuis plus d'1 an et demi du fait de la conjoncture. C'était un petit peu compliqué, mais on a réussi à vendre tous nos actifs avec un peu de marge, évidemment nettement moins ce qui avait été prévu au départ, tout simplement parce que les taux ils ont augmenté et donc forcément ça a rapidement fait diminuer les marges souhaitées. Aujourd'hui, les banques commencent à nous contacter pour nous demander de proposer des éventuels projets donc forcément on a un peu de trésorerie qui nous permet de le faire seul. Mais on s'était dit, au vu du nombre d'opportunités qui s'offrent à nous, pourquoi pas s'ouvrir. On n'avait jamais à aujourd'hui sollicité un copartenaire, que ce soit en equity ou en oblig. Donc on s'était dit, tiens, pourquoi pas diversifier. Entre-temps, on possède aussi d'autres agences immobilières dont on est actionnaire, qui fait qu'on a un volume d'affaires très important et très intéressant. Et on a une équipe évidemment de travaux pour pouvoir les gérer, et une équipe de gestionnaires en interne pour pouvoir les maîtriser aussi également. Voilà, donc on est prêt à bien se développer. Je pense que c'est une opportunité d'après-crise. Maintenant, l'idée, c'est de relancer la machine. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est permis de passer et de vous solliciter pour essayer de voir un petit peu ce que vous pouvez proposer. Vous nous avez fait une proposition, et donc aujourd'hui, on a décidé d'avancer ensemble pour nous engager sur le projet appelé Burger King, évidemment, de l'immeuble situé au 16 rue Montesquieu à Bordeaux, dans le Triangle d'Or. Voilà. Bon, parfait, merci Zakaria. On a mis en avant quelques opérations que vous aviez réalisées avec Dorian pour montrer que voilà, la spécialisation et vous, votre localisation, c'est quasi exclusivement Bordeaux. Je crois qu'il y a un petit peu de bassin, mais je pense que ça doit faire plus de 90% des opérations qui ont été réalisées, qui ont été faites vraiment dans le centre-ville de Bordeaux. Et de plus en plus sur de l'immeuble acheté en bloc, entre guillemets, avec derrière des sorties au détail. On est bien là-dessus, Dorian, Zakaria? Exactement. On travaille uniquement dans des zones très tendues. Pour que notre métier fonctionne, il faut qu'il y ait une demande très importante. Donc, ce qui est le cas dans l'hypercentre de Bordeaux et également dans les zones tendues qui peuvent être Hossegor, le Pays Basque et le bassin d'Arcachon. Ça nous permet d'avoir automatiquement des sorties quand le prix est bien réglé. Et vous disiez également, excusez-moi, dans les zones tendues et des immeubles en bloc, oui, disons qu'on fait des économies d'échelle en achetant des immeubles en bloc. Acheter un appartement aujourd'hui au sein d'un immeuble, on serait soumis à la copropriété, on n'aurait pas forcément un bon prix d'achat vu que nous achetons qu'un seul lot. En achetant des immeubles, on a moyen de mieux négocier les prix dès l'entrée et donc de faire des marges immédiates sur une vente à la découpe. C'est ça. Et aujourd'hui, on ne prend pas de risque, c'est-à-dire que quand on achète, il faut qu'on ait 2, 3 plans, permettez-moi l'expression. C'est-à-dire le premier plan, évidemment, c'est de la revente en bloc en entrée-sortie, comme on a pu faire l'année dernière sur l'immeuble de la Banque Palatine, où on l'a acheté 3,5 millions, on l'a revendu un mois après à 4,2 millions. Ça arrive de temps en temps, évidemment. Donc, la première partie, c'est de bien acheter pour pouvoir essayer de repérer les opérateurs acquéreurs qui pourront nous le racheter tout de suite en moyennant évidemment une plus-value. Et après, évidemment, le deuxième plan, c'est le vrai métier de marchand de biens, à savoir rénover la totalité ou un minima. Quand je dis un minima, c'est notamment généralement les parties communes, le remaniement ou la réfection de la toiture, façade, etc. Pour que les futurs acquéreurs n'aient pas cette charge-là au niveau de la future copropriété. Et le troisième, aujourd'hui, on cherche des immeubles avec un minimum de locataires pour au moins couvrir un peu plus de 75% des frais financiers engendrés. Donc, c'est un peu notre stratégie aujourd'hui.
C'est ce qu'on souhaite faire pour être vraiment… évidemment, il n'y a pas d'affaires sans risque, pour, disons, limiter les risques. C'est ça. C'est ce qu'on souhaite faire. Là, on a eu de la chance, on a vendu la Villa Osgore à 8,5 millions. Bon, on a fait une très belle plus-value, mais on ne voudrait plus partir sur ça. Pourquoi? Parce qu'un seul actif qui n'a pas de rentabilité, qui ne couvre pas les frais, au moins 75%, comme je vous le disais très justement, les frais financiers, ça, voilà, là, on a eu un coup de chance, je pense, et on ne prendra plus le risque de faire un seul actif. Aujourd'hui, Bordeaux, c'est une ville qui est réputée… il y a pas mal de familles qui détiennent pas mal d'actifs. Donc, quand il s'agit de succession, on commence à être amené à être contacté par notamment les notaires au vu de la réputation et du sérieux. Et bien souvent, on commence à proposer d'acquérir l'ensemble des actifs dans le cadre de leur succession. Et ça nous permet de pérenniser notre métier de marchand de biens à moyen long terme. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là, Zacharia, que cet actif-là, il vous a été proposé. Hein, ça provient d'une succession, c'est bien ça? Alors, tout à fait, mais là, ça a été un petit peu différent. Disons qu'aujourd'hui, c'est un actif immobilier qui avait été mis aux enchères, mais c'est des enchères interactives. Donc, géré par le notaire de la succession. Et au départ, on pensait qu'on ne l'avait pas obtenu. Pourquoi? Parce que nous, on s'était arrêté, je parle avec des frais d'agence inclus, à 4 millions, à environ 4,2 millions. Et l'enchère était montée aux alentours des 4,7 millions, 4,8 millions. Ce qui s'est passé, c'est que le 4,7 millions, 4,8 millions, bon, il n'a pas donné suite, tout simplement concernant il n'a pas eu le financement. Le deuxième, il n'a pas eu les fameux 48 heures pour y répondre, donc c'est tombé sur nous à 4,2 millions, le troisième. Et donc nous, on ne voulait pas aller plus haut parce que ça commençait à être un peu trop risqué pour nous, voilà, de partir sur une base de 4,8 millions comme le premier proposant. Donc, ils nous ont appelés, ils nous ont dit voilà. Et puis, ils ont conseillé aussi, parce qu'on n'était pas les seuls, hein, 4,2 millions. On était, je crois, 3 ou 4. Mais le notaire a bien fait son travail en notre faveur, en conseillant aux vendeurs de se tourner vers nous pour la bonne réalisation de l'acquisition. Bon, parfait. Donc, effectivement, nous, le projet qui a été mis en ligne, c'est une collecte de notre côté Baltis, d'1,550 000 euros. Avec un montage qui est en action, en equity, et avec un TRI cible investisseur qui est à bien différencier de la marge de l'opération de 17%. Est-ce que, Zacharia, tu peux nous dire ou Dorian, un petit mot par rapport à la localisation de l'actif, même si je pense que si on a des investisseurs bordelais dans la discussion, ils vont bien voir où se situe le projet. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la localisation de cet immeuble, qui est un immeuble aujourd'hui où il y a donc en rez-de-chaussée, entre sol, sous-sol, le locataire qui est Burger King et 3 plateaux de bureaux aux étages, donc qui constituent l'immeuble entier. Alors, bureau commerce, hein, je tiens à préciser les étages premier, deuxième, troisième, donc qui peuvent être scindés évidemment vendus indépendamment avec le rez-de-chaussée entresol qui est le Burger King. Pourquoi il peut être scindé? Tout simplement parce qu'il a une entrée indépendante. Il bénéficie aussi d'un ascenseur, ce qui est absolument rare dans le secteur. Alors, le secteur aujourd'hui, il est dans le triangle d'or, hein, complètement. On est en face de Nespresso, Louis Vuitton, dans l'environnement de belles enseignes, on va dire, prestigieuses, et à côté d'Hermès aussi également. Donc, on est très, très bien placé. Et pourquoi je précise que le premier, deuxième, troisième bureau commerce? Parce que qui dit commerce dit que déjà, on commence à avoir des intérêts pour des personnes, notamment qui souhaiteraient faire de la location saisonnière. Parce qu'aujourd'hui, faire de type Airbnb, on ne peut pas le faire si on n'est pas à vocation commerciale. Oui, tout à fait. Donc, ça aussi, ça a été un plus pour nous au niveau de la matrice cadastrale. Et en plus, le premier, deuxième, troisième, chacun a son lot. Donc, c'est-à-dire chacun a son compteur, chacun a son lot cadastral. On n'est pas forcé de vendre le R+1, 2, 3 ensemble. On peut vendre aussi à la découpe. Okay. Mais bon, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'intérêt pour l'ensemble, comme des médecins, comme
comme des professions, notamment libérales, qui sont intéressées parce qu'il y a aussi un ascenseur, donc c'est un petit plus quoi, qui valorise l'actif. Parfait. L'idée, l'objectif de cette opération, c'est partir sur une durée cible par rapport au travail qu'il y a à faire, notamment sur l'actif. C'est une durée cible de 18 mois sur lequel on est parti, sachant que l'idée, c'est une acquisition foncière là, dans les prochains jours, semaines, dès que possible, en réalité. Puis après, une fois que nous serons propriétaires de l'actif, Dalmar s'occupera de toute la partie asset management, création de valeur. Donc, il va se faire en partie par des travaux dans les communs, des échanges avec Burger King sur la renégociation d'un nouveau bail, puisqu'aujourd'hui, le bail Burger King est arrivé à échéance, si on peut dire, puisqu'il se situe entre la 10e et la 11e année. Donc voilà, il y a tout, une fois que l'actif sera définitivement acquis, il y a tout ce travail-là que Dalmar a l'habitude de faire, qui va être la négociation avec les locataires en place et la création de valeur. Et donc, on considère que cette création de valeur, elle devrait porter à peu près, même s'il est possible qu'avant cette durée de 18 mois, il y ait peut-être une partie des lots qui soit déjà revendue. Mais surtout, le process et par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire aussi et par rapport à ce qu'ils savent faire, c'est pour ça qu'on est parti sur une durée d'1 an et demi en durée cible. Donc là, on vous a remis, mais ça, c'est bien expliqué, bien détaillé dans la présentation commerciale. Qui aujourd'hui occupe quel local, sachant que on sait, et on l'a bien vu, que ce soit par rapport à des expertises ou à des comparaisons à des valeurs locatives de marché. À aujourd'hui, le bail qui a été signé il y a de ça plus de 10 ans avec Burger King est largement sous-évalué, enfin il est largement sous-loué, cet actif-là. Donc il va y avoir un travail qui va être de repartir et de re-signer un nouveau bail avec ce locataire qui est de qualité sur un emplacement prime, avec possiblement dans l'idée une durée ferme de 6 ans. Dorian Zakaria, l'idée c'était d'essayer aussi en plus de repositionner le loyer à un loyer qui est un petit peu en deçà du loyer de marché, mais qui est cohérent aussi par rapport à ce qu'on vise en termes de marge, d'essayer d'aller chercher aussi une durée ferme sur ce nouveau bail. Alors, si je peux me permettre, on a plusieurs, comme disait Zakaria tout à l'heure, on a plusieurs stratégies. La première étant d'essayer de sortir les locataires des bureaux parce que nous avons, comme l'avait dit Zakaria, nous avons déjà des marques d'intérêt sur les bureaux vides et notamment sur l'ensemble des bureaux. Donc, dans un premier temps, on a fait analyser les baux des bureaux par notre avocat parisien spécialiste des droits au baux. Et on a une chance d'arriver, il y a des failles dans les différents baux rédigés par Foncia, donc on a une chance d'arriver à les sortir, peut-être moyennant une éviction que nous avons d'ailleurs provisionnée dans le business plan. Ça serait la meilleure des solutions pour nous. Dans le cas échéant, si nous n'arrivions pas à les sortir pour quelconque raison, nous pourrions revaloriser leur baux, que ce soit l'ARCOM ou le CCLD, toujours de la même manière, car il y a des erreurs dans les baux actuels, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Mais en priorité, nous allons essayer de rendre les locaux vides. Ça, je me permets d'insister là-dessus, parce que c'est un point qui, effectivement, nous a bien plu dans le dossier. Quand on a deux scénarios et que les deux scénarios sont plutôt des bons scénarios, c'est-à-dire qu'effectivement, soit on arrive à renégocier les baux et les loyers, et du coup, le locataire reste en place et on peut revendre les lots facilement, soit il y a une éviction qui est faite, le locataire quitte les locaux, et ce qui est aussi une bonne nouvelle, parce que du coup, on peut relouer à un loyer marché, et donc potentiellement aller chercher aussi plus de valeur. Donc, dans les deux cas, les deux scénarios envisagés, la renégociation ou le départ et le nouveau locataire, c'est deux hypothèses qui sont positives, voire même le départ du locataire serait encore plus créateur de valeur. Alors, il est plus créateur de valeur parce qu'on a des utilisateurs directs qui sont intéressés par les bureaux vides. C'est juste pour corriger un tout petit peu. On ne remettrait pas des locataires avec des loyers cohérents, mais on le vendrait plutôt à des utilisateurs qui sont prêts à mettre c'est plus valorisant pour l'opération, pour le business plan. Ouais.
Et en plus de ça, permettez-moi, le premier, deuxième, troisième, le fait de le vendre à une seule et même société, disons, parce que c'est celle qui nous sollicite depuis quelques jours maintenant, fait qu'on vendra la surface annoncée qu'on voit sur le tableau. Elle est aujourd'hui, bon, on parle de 132, 134, mais l'idée, c'est que si on vend le premier, deuxième, troisième, on intègre les parties communes, évidemment, parce que ça sera un ensemble en tant que tel. Donc, au prix au mètre carré, il s'y retrouve totalement. Je crois qu'il y a, de mémoire, il y a 72 mètres carrés communs qui n'ont pas été comptabilisés aujourd'hui. Ça veut dire qu'évidemment, on intégrerait les communs parce que ça sera en monobloc. Voilà. Et quand Zakaria parle du premier, deuxième, troisième, nous, dans notre présentation, on parle bien du deuxième, troisième, quatrième. Il y a une petite distinction puisqu'il y a un entresol, mais on parle bien des 3 plateaux de bureau qu'on retrouve. Un aujourd'hui qui est avec ses CLD en place, un avec l'ARCOM et un autre qui est déjà libre de toute occupation. Mais on parle bien des étages, des 3 étages de bureaux qu'on retrouve dans toute la présentation du projet. Donc à aujourd'hui, ces hypothèses-là, elles ont été considérées entre guillemets dans la plus défavorable, on va dire, avec notamment des évictions qui seraient à réaliser sur les plateaux de bureau, avec des travaux des communs, avec ce genre de dépenses. On a tout le détail du bilan de l'opération dans la présentation commerciale, mais s'il y a des questions, on pourra y répondre par la suite. Nous, aujourd'hui, sur les hypothèses sur lesquelles on est parti, notamment sur les prix de revente, ça nous permet de sortir un projet à 20% après IS de marge sur le chiffre d'affaires. Donc, ça serait une très belle opération en considérant une durée de portage de 18 mois. Ce qui est important, et Zakaria l'a dit au départ, dans la stratégie que Dalmar souhaite mettre en place, les loyers qui sont à date en cours sur l'actif permettent de couvrir à quasi 100%, je crois qu'on doit être à 86%, les intérêts de la banque. Donc, ça permet de travailler sereinement sur toute la partie assets, négociation des évictions ou revente en bloc des étages de bureaux, par exemple. Donc, ça permet d'avoir un petit peu de délai et de temps pour toute cette partie asset management que va faire Dalmar sur l'opération. Absolument. Et donc, grâce à ces loyers perçus pour amortir les frais financiers, je vous rejoins, c'est pour aller chercher plus haut, évidemment, en termes de marge, parce que clairement, aujourd'hui, on peut le revendre et faire une petite plus-value, mais ce n'est pas le but. Vu qu'on a des loyers qui tombent, ça mérite vraiment d'aller travailler, d'aller se creuser un peu plus pour essayer d'améliorer grandement la marge. Ouais, on ne l'a pas trop mis en avant dans la présentation parce que la marge sera effectivement plus intéressante s'il y a tout ce travail-là qui est fait. Mais il y a déjà eu des gens qui vous sont revenus en disant voilà, on est prêt à vous le reprendre en l'état rapidement et ce qui permettrait de faire une première marge, mais qui ne permettrait pas d'aller chercher l'intégralité de la création de valeur qui est possible de faire sur cet actif-là. Sur la structuration, effectivement, c'est l'une des particularités de cette opération-là, c'est que c'est, comme disait Étienne, un investissement en equity, donc en action, qui diffère un peu de ce qu'on a l'habitude de faire via des obligations. Donc, le fonctionnement est assez simple. On a créé, nous, une SAS qui s'appelle Explorateur 2, parce que c'est notre deuxième opération via une prise de capital, dans laquelle tous les investisseurs rentrent en action à partir de 100 €. Donc, vous devenez actionnaire, vous, de la SAS Explorateur 2, qui ensuite va souscrire en action dans la société Montesquieu, en dessous, qui porte cette opération-là et qui est dédiée uniquement à cette opération-là. Important de rappeler que les opérations sont toutes étanches les unes des autres. Donc, la SAS Montesquieu achète l'actif, l'ensemble immobilier rue Montesquieu. Ensuite, Dalmar injecte des fonds propres et ensuite, le tout est complété par la Banque Palatine, qui lui prête 3,2 millions. Et sachant bien sûr que la banque a la connaissance de tout ce montage-là, l'a validé dans l'offre de prêt, notamment, enfin en tout cas dans l'accord de prêt, que les fonds propres étaient apportés et par Dalmar et par Baltis via une société d'investissement qui est Explorateur 2. Donc tout ça, évidemment, est parfaitement transparent et communiqué avec la banque.
Et ensuite, c'est ce montant-là de financement plus fonds propres permet d'acheter l'actif, de réaliser les travaux parties communes et les éventuelles évictions et de porter l'opération pendant les 18 mois. Donc, c'est là la particularité, c'est que vous devenez associé de la société qui porte le projet, qui détient l'actif, donc qui achète l'actif, qui est titré de l'actif. Donc, il n'y a pas d'hypothèque, il n'y a pas de ce sujet assez classique qu'on voit parce que vous êtes directement propriétaire de l'actif via la société Explorateur 2 qui est représentée par Baltis. Baltis restant présidente de la société Explorateur 2 pour animer, pour gérer la partie financière, sachant que c'est évidemment Dalmar à 100% qui gère la vie du projet. On ne va pas s'impliquer dans le quotidien de l'opération. Tout ça est organisé dans un pacte où c'est Dalmar qui s'occupe de l'opérationnel. Mais nous, on est associés du coup à leur côté dans cette opération. Le pacte d'actionnaires, pour répondre à la question de Nicolas qui est en lien avec ça, on a dans la présentation les grandes lignes du pacte qui est disponible sur le site, qui est déjà en ligne aujourd'hui. Vous avez les grandes lignes du pacte sur la durée, sur le TRI, sur les engagements qui sont pris par Dalmar aussi, sur qui fait quoi dans l'opération. Donc tout ça est synthétisé dans la présentation et on pourra vous envoyer le projet de pacte qui n'est pas encore signé mais qui va être signé prochainement. Et pour répondre à la question de Yousra, et on va le voir sur la slide suivante, le TRI investisseur varie en fonction de plusieurs choses, hein, principalement en fonction de la marge qui sera réalisée par l'opération. Et donc, cette marge d'opération, elle aussi, peut être amenée à évoluer, sachant qu'encore une fois, on est parti sur des hypothèses assez conservatrices, mais elle peut évoluer soit en fonction de la durée du portage, puisque la durée de portage fera évoluer la marge d'opération et donc le TRI investisseur, et par rapport aussi au prix de vente principalement des actifs. On peut retrouver aussi une évolution de la marge si on a une augmentation du prix de revient, mais sur un dossier comme celui-ci, les composantes du prix de revient, elles sont assez limitées. Il y a peu de risques, notamment le coût de travaux ou les évictions dérapent, entre guillemets, puisqu'elles représentent une petite quote-part et elles ont été assez bien provisionnées au démarrage de l'opération. Mais si le projet dure 12 mois, bah forcément, ça peut améliorer le TRI. Si éventuellement, en termes de durée, il dure un petit peu plus longtemps, sur le papier, ça peut dégrader le TRI, même si, petite particularité, si on atteint 2 ans de détention, il y a de l'imposition en moins sur la fiscalité d'Explorateur 2. Mais dans l'idée, ça peut être amené à évoluer, sachant que si une partie des lots aussi est vendue au préalable de ces 18 mois, notamment les frais financiers qui ont été provisionnés, les frais bancaires sur une durée de 18 mois, permettront aussi d'améliorer la marge du projet. Donc, ça peut, c'est pas un TRI ferme, Yousra, mais ça peut évoluer en fonction de l'avancement de l'opération. En fait, le TRI des associés actionnaires dépendra du TRI du projet. Donc, plus le TRI du projet s'améliore, plus celui des investisseurs également. Donc, c'est là où il faut bien avoir en tête qu'on est associé avec le groupe Dalmar et que plus l'opération dégage de une marge importante, plus tout le monde en bénéficie et donc les investisseurs aussi. On a essayé de reprendre un petit peu cette répartition de marge qui est très détaillée dans la documentation commerciale. Mais l'idée, voilà, c'est d'essayer de comprendre comment, vous, investisseurs, comment est faite la répartition de cette marge-là. Donc, la société Montesquieu, elle fait l'opération de marchand de biens. Elle dégage une marge sur laquelle elle va devoir payer de l'IS. Donc, systématiquement, sur un projet en action, en equity, contrairement à ce qu'on fait en obligataire, on va se focaliser sur cette marge après IS d'opération. De cette marge après IS d'opération, il va y avoir un TRI prioritaire qui va être versé aux investisseurs de Baltis, qui va être de l'ordre de 12,5% annuel sur ce projet-là. Et une fois que ce TRI prioritaire aura été versé aux investisseurs de Baltis, donc via la société Explorateur, c'est à partir de là où il va y avoir un partage de marge qui va être réalisé. Donc, c'est ce qu'on revoit à ce niveau-là et dans la présentation, où sur le surplus, Dalmar va venir capter 70% de cette marge après IS et après TRI prioritaire.
et les investisseurs de Baltis vont venir récupérer en plus des 12,5% cibles, enfin prioritaires, pardon, 30% de la marge excédentaire. Et pour répondre du coup à la question de Patrick, le TRI peut évoluer à la baisse ou à la hausse? Oui, parce qu'effectivement, on est associé, donc ça peut aller dans les deux sens. Cependant, on a ce qu'on appelle un hurdle, donc un TRI prioritaire à 12,5. Donc, tant qu'on n'a pas atteint 12,5, l'ensemble de la marge revient à Baltis. C'est seulement au-delà des 12,5, une fois que nous, on a perçu les 12,5, qu'on partage 70-30. Donc, oui, ça peut aller à la baisse, mais si on devait toucher moins que 12,5, nous, investisseurs Baltis, c'est que l'opération dégagerait vraiment très, très peu de marge. Elle dégagerait quasiment 300 000 euros sur les 1,5 million. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura même pas intérêt à la vendre. Donc, les hypothèses sont, enfin, les possibilités sont très faibles, mais une fois que nous, on a été servi des 12,5, là, on partage 70-30. Et donc, dans l'hypothèse assez prudente qu'on a structurée, ça reviendrait, nous, à un TRI à 17 pour nos investisseurs. Maintenant, ensuite, eux prennent 70% de la marge. Et donc, si effectivement l'opération dure plus de 2 ans, pour répondre à la question en live, oui, effectivement, ce TRI, il est sur la durée du projet. Et en fait, le pacte s'éteint quand l'opération a été débouclée à 100%. Donc, si ça doit durer 6 mois, 12 mois, 18 mois ou 24 mois, le TRI prioritaire est toujours de 12,5. Donc là, on a repris cet exemple-là que vous retrouvez aussi dans la documentation commerciale pour voir un petit peu comment est réparti sur un investissement de 10 000 euros dans la SAS Explorateur 2, comment est réparti ce TRI prioritaire et ce partage de marge sur le surplus, sachant que ce TRI cible à 17%, il est net, entre guillemets, il est triple net. Puisqu'il considère bien évidemment l'imposition sur le projet et donc sur la SAS Montesquieu. Il considère aussi de l'imposition si le projet dure moins de 2 ans sur la SAS intermédiaire, à savoir la SAS Explorateur 2, dans laquelle les investisseurs entrent. Et elle prend aussi en considération les frais comptables, notamment et juridiques, dont a besoin la SAS Explorateur 2 pour pouvoir rentrer au capital de la SAS Montesquieu. Donc ça, si vous avez d'autres questions. Et donc, ouais, donc l'investissement, il est bien éligible, comme disait Mariama, effectivement, au PEA et au PEA PME. Comme vous souscrivez à des actions, les actions, elles sont éligibles aux 2 enveloppes, contrairement aux obligations qui sont uniquement éligibles au PEA PME. Donc là, vous pouvez investir sur un projet immobilier chez Baltis depuis votre PEA, car ce sont des actions. Et pour répondre à la question, je crois qu'elle était juste au-dessus de Nicolas sur la partie juridique. Donc, c'est un TRI qui est effectivement juridiquement encadré. On n'a pas mis d'action de préférence dans les statuts, parce que les statuts étaient déjà déposés, les sociétés déjà créées, d'où le fait qu'on ait additionné ça avec un pacte pour justement écrire le mécanisme du TRI et du hurdle. Par rapport à la question d'Amaury, je pense qu'on arrive quasiment à la fin de la presse et je pense que les questions vont se concentrer principalement là-dessus. Si la SAS Montesquieu déboucle l'opération sur une durée inférieure à 24 mois, elle pourrait être fiscalisée, même si, enfin, dans le cadre du régime Murphy, si on dépasse 24 mois, il n'y aura pas de fiscalité sur Montesquieu, donc ça pourra venir améliorer la marge. Mais comme on considère que la durée de l'opération devrait être de 18 mois, c'est pour ça qu'on a quand même provisionné cette IS-là dans le cadre où le projet serait plus court que le 24 mois nécessaire pour le régime Murphy. Ouais. Autrement dit, comme effectivement, il faut détenir 24 mois les titres pour être au régime Murphy, on préfère plutôt partir d'une hypothèse, on va dire, pessimiste où ça ne l'est pas parce que ça dure 18 mois. Et si ça dure plus de 24 mois, dans ce cas-là, on le sera, ça viendra améliorer. L'opération aura duré plus longtemps, mais on aura moins de fiscalité, donc ça améliorera quand même le TRI. Pour répondre à la question de Yousra, effectivement, il y a écrit 12,5 et 17% sur plusieurs slides. Le 12,5, c'est le hurdle, le TRI prioritaire qu'on verse dans un premier temps aux investisseurs de Baltis avant la répartition à 70-30 de la marge. Et donc, le 17%, c'est en considérant ce partage de marge en surplus, net d'IS à 2 niveaux et net de frais, qu'on retombe sur ce 17% cible.
Il y a une question sur les renégociations qui sont en cours. Où vous en êtes exactement, sachant que sur les bureaux et sur Burger King? Sachant que vous n'êtes pas encore titré, mais est-ce qu'il y a déjà eu Dorian Zakaria? Alors, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites, notamment sur le montant du loyer, le montant du Burger King, l'exploitation de Burger King pour voir s'il sera en mesure de payer ou pas davantage de loyer. C'est ce qu'on retrouve, on ne l'a pas remis dans la présentation, mais c'est ce qu'on appelle le taux d'effort par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé sur Burger King sur cet emplacement-là. Qui est un emplacement assez couru et qui intéresserait aussi d'autres restaurateurs. À aujourd'hui, Burger King est en capacité, via ce taux d'effort, de payer beaucoup plus que ce qu'il n'a aujourd'hui en bail. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, il est largement sous-loué. Et donc, le loyer qui est ciblé pour la renégociation et la signature du nouveau bail, il reste quand même en deçà de ce qui est pratiqué en termes de taux d'effort sur la restauration. Pour répondre aux deux questions de Frédéric sur le TRI, alors on a un peu expliqué le hurdle qui a 12,5, donc c'était le TRI minimum avant partage de marge. Donc une fois que vous avez 12,5, ce qu'il y a au-dessus, on partage avec Dalmar à 70-30, 70 pour eux, 30 pour vous, investisseurs. Et on parle justement en TRI et pas en cash flow parce que le TRI permet d'être au jour près. Donc c'est quand on viendra déboucler l'opération qu'on aura une date de revente des lots ou de l'ensemble dans 18 mois qu'on pourra fixer du coup la date de sortie et fixer le TRI et donc fixer le partage de la marge. Et avant ce partage de marge, forcément dans un montage comme celui-ci, il y a une banque qui est en financement. Donc dans un premier temps, la marge qui sera… alors pas la marge, pardon. Les fruits des ventes viendront sortir la dette bancaire. Et donc, c'est seulement une fois que cette dette bancaire sera remboursée et quand le projet sera débouclé et que la marge sera réalisée, qu'il y aura ce partage de marge et donc ce TRI à verser aux investisseurs de Baltis. Mais c'est le fonctionnement assez classique d'une opération de marchand avec deux associés, où effectivement, une fois que c'est vendu, la banque est remboursée et le delta est partagé entre les associés, soit en fonction de la détention, soit en fonction de l'implication. Nous, on a estimé que c'était que de 70-30, ça représentait bien l'apport de chacun. Nous, on a plutôt un apport financier, parce qu'on est quand même le gros apporteur de fonds propres de l'opération, mais que Dalmar est l'opérateur, celui qui, a trouvé l'opération, l'a structuré, a apporté la banque, va gérer toutes les discussions et tous les échanges. Donc, la valeur est fortement créée par Dalmar. Donc, une répartition, on va dire, un tiers, deux tiers, nous paraissait à tous raisonnable. Et de remboursement avant débouclage, tout dépendra si certains lots sont vendus dans 6 mois, on pourra envisager de faire une distribution de dividendes aux investisseurs. Si ça a lieu quelques mois avant le débouclage total, dans ce cas-là, vaut mieux on conservera les fonds qu'on placera éventuellement sur un compte à terme pendant 3-4 mois s'il faut, et on fera un seul débouclage parce que l'inconvénient, on va dire, de l'equity, c'est que c'est un peu plus de formalisme pour distribuer des dividendes que de l'obligataire. Donc, tout dépendra exactement du moment de l'éventuelle revente de certains lots en amont ou pas. Mais il faut que la banque, dans tous les cas, soit entièrement remboursée pour pouvoir réfléchir à cela. Si on vend 3 lots, les 3 lots effectivement servent à rembourser et à amortir une partie de la dette bancaire. Ensuite, les loyers de Burger King continuent à être perçus par la société Dalmar. Mais l'objectif de Dalmar, ce n'est pas de faire une foncière et de détenir des actifs sur du long terme. C'est d'avoir un moment, une revente dans des bonnes conditions, dans les meilleures possibles. Donc, le but, c'est vraiment de renégocier ce bail. Et avec un nouveau bail, avec un loyer marché, vu l'emplacement et la qualité de locataire, on trouvera normalement assez rapidement un acquéreur. Donc, les loyers de Burger King continueront tant qu'ils sont là. Pour l'instant, sur le loyer du bail et possiblement dans les prochains mois sur un nouveau loyer, viendront alimenter, entre guillemets, la trésorerie de la SAS Projet, de la SAS Montesquieu, qui permettra de couvrir à aujourd'hui plus de 80% des intérêts bancaires. Donc, ça, c'est entre guillemets de la trésorerie, ou du moins, c'est des loyers qui sont perçus par la SAS Projet, qui continueront à être versés dans le projet. Et d'ailleurs, dans le bilan de l'opération,
on a bien provisionné d'un côté les frais financiers qui correspondent à la dette bancaire, qui seraient portés sur 18 mois. Et de l'autre côté, on a également des loyers sur les loyers qui sont actuellement touchés par le bailleur, par le propriétaire de l'actif, qui, eux, rentreront dans la SAS Montesquieu dès lors que celle-ci sera propriétaire de l'ensemble immobilier. Sur la question de Yousra, sur le risque de liquidité, oui, effectivement, le gain se fait lorsque l'actif sera revendu. Aujourd'hui, l'actif, il est acheté quasiment avec une décote de 30%. L'objectif, ce n'est pas d'aller chercher un prix, ce n'est pas une opération de marchand, on va essayer de vendre très très cher, on va juste essayer de revendre au prix du marché avec un loyer marché. Mais effectivement, la liquidité se fera lors de la revente du local commercial Burger King. Donc, si ça va un peu plus vite parce que les négociations ont été rapides et efficaces, il peut y avoir une sortie anticipée avant. Et à l'inverse, si les discussions sont un peu plus lentes ou que Burger King finisse par partir du local et qu'il faut relouer, il faut renégocier un nouveau bail avec un nouveau locataire, ça peut aussi se décaler. Mais en étant sur 18 mois, je pense qu'on a pris aussi un peu de marge. Parce que 18 mois pour renégocier un bail, signer le bail et ensuite mettre l'actif en vente et faire une cession. Si tout se passe bien, on est plutôt entre 12 et 18. Et s'il y a quelques complications, on sera plutôt sur 18. Question encore de la part d'Abbé. La création de valeur sur ce projet-là, et Zakaria, Dorian, vous me complétez si je dis des bêtises. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux? Et c'est un petit peu la stratégie de Dalmar, c'est le fait de bien acheter les actifs. Donc, par rapport à ce projet-là, il y a une expertise et des marques d'intérêt qui valorisent l'actif à un certain niveau. Donc, on considère que celui-ci est déjà bien acheté à l'acquisition. Les travaux, oui, alors, on n'est pas sur un actif qui est aujourd'hui délabré et où toute la création de valeur serait faite par la réalisation de travaux. Là, les travaux qui sont envisagés, c'est des travaux des communs pour un petit peu adapter et remettre au goût du jour les communs des bureaux. Donc, la création de valeur, elle ne va pas se faire principalement ici. Elle se fait principalement à l'acquisition et également sur la partie éviction et revente des lots. Puisque aujourd'hui, Dorian le disait bien, il y a des personnes qui seraient intéressées pour reprendre l'intégralité des bureaux si ces derniers sont vides de toute occupation. Donc, il va y avoir ce travail-là d'échange avec les locataires en place des bureaux qui ont été prévus dans le bilan de l'opération, hein, avec des lignes notamment éviction, qui soit partiront d'eux-mêmes, soit demanderont possiblement un dédommagement, ce qu'on appelle une indemnité d'éviction pour pouvoir partir. Et donc, tout ce travail-là sur les bureaux va créer de la valeur, puisque ça permettrait notamment à des preneurs de se positionner et donc du coup d'exploiter et d'acheter leurs locaux. Et sur la partie Burger King, effectivement, la création de valeur, elle se fait dès lors qu'on arrive à repositionner d'un point de vue loyer, le loyer du local commercial. Dorian, Zakaria, oui. Vous étiez d'accord là-dessus? Oui, simplement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'affaire est à l'achat aujourd'hui. C'est-à-dire que tout de suite, évidemment, on peut le revendre. On a des propositions, des foncières, des ci, des ça, qui voudraient eux-mêmes nous racheter, moyennant évidemment une petite plus-value, et derrière aller améliorer donc la rentabilité et créer de la valeur comme ce qu'on souhaite faire. Mais encore une fois, au vu des loyers perçus, on se dit que ce million de plus, ou c'est entre ces 500 millions de plus que nous visons, par rapport à ce que nous, on a été proposé évidemment verbalement dans un premier temps sous réserve de visite, on se dit, bon, on peut aller le chercher. On a des loyers qui couvrent plus de 80% le prêt Palatine. Ça mériterait d'aller améliorer justement, et surtout qu'on a de l'expérience aujourd'hui. Donc, on s'y est préparé. On s'était dit, pour entre 500 et 1 million d'euros de plus, ça vaut le coup de prendre la peine d'aller chercher un peu plus, quoi, que ce qu'on peut obtenir à aujourd'hui. Parfait. Un achat-revente classique comme on a pu faire dans les actifs l'année dernière, que vous connaissez. Oui, tout à fait. Voilà. Merci Zakaria pour ces précisions. Par rapport aux conditions de souscription, donc on est sur une ouverture. L'idée, c'était de faire
ce webinaire juste avant le lancement officiel sur la plateforme de la collecte à 13h. Petite particularité, du coup, Alexandre l'a détaillé tout à l'heure, il peut se faire via le PEA, via le PEA PME ou en direct, puisqu'on est sur des actions. Et le ticket d'entrée est à 100 €. Ça, c'est une condition assez classique quand du virement et carte. Il y a la seule particularité, encore une fois, c'est l'instrument qui sont des actions, mais c'est toujours votre portefeuille électronique qui peut investir. Et particularité, si vous avez déjà inscrit votre PEA PME, enfin enregistré votre PEA PME chez Baltis et que vous voulez investir avec votre PEA, envoyez juste un petit mail à investir@baltis.com pour préciser que ça vient un autre compte, pour pas qu'il y ait de confusion. Et ensuite, on a laissé un ticket d'entrée à 100 €, assez classique. Vu qu'il est 12h59, on va faire peut-être des questions-réponses assez courtes pour ceux qui veulent participer à la collecte. Mais en tout cas, n'hésitez pas sur l'onglet de chat à interagir, à poser des questions. On y répond bien sûr avec plaisir. S'il y en a, je vois qu'il y en a qui sont en train d'arriver. Petite expérience personnelle de Vincent sur la rue Sainte-Catherine. Alors, vous connaissez mieux la rue que moi, mais c'est un quartier qui a quand même beaucoup évolué. Là, on a la rue Montesquieu, on est vraiment à l'angle avec la. C'est un quartier qui a beaucoup évolué. Mais je laisse les experts du terrain répondre. Zach, Dorian. Oui, alors la rue Sainte-Catherine, on est absolument loin d'ailleurs de la rue Sainte-Catherine. Là, on est vraiment proche de la place Gambetta. La rue Sainte-Catherine, évidemment, elle a on va dire, deux côtés, même deux facettes, malheureusement, entre la rue Sainte-Catherine qui démarre donc au Grand Théâtre au Triangle et qui, sur quelques kilomètres, va jusqu'à ce qu'on appelle la place de la Victoire. Et évidemment, plus on s'approche de la place de la Victoire, plus c'est pas très bien fréquenté. Bien qu'il y ait de l'amélioration, d'ailleurs, depuis, évidemment, à l'approche des élections municipales, vous vous doutez bien qu'ils sont en train d'entreprendre ce qu'il faut pour pouvoir donner une bonne image de la ville et pour la future réélection éventuelle du maire actuel. Donc, non, absolument. Là, on est absolument bien placé. C'est encore une fois, je vous invite à regarder sur Google Earth ou Street View l'emplacement et l'environnement. C'est un environnement très propre et évidemment très recherché de la part d'investisseurs ou d'occupants d'ailleurs. Merci Zacharia. Ok, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. En tout cas, on est ravis de faire cette opération avec le groupe Delmar qui est quand même assez original et assez exceptionnel parce que c'est souvent assez rare de pouvoir rentrer dans un club deal de cette nature et surtout avec des tickets à 100 €. Donc, on est content de le rendre accessible et de le rendre possible grâce à Baltis, grâce à notre outil tech et grâce à notre agrément qui permet à tout le monde de s'associer du coup avec un professionnel du secteur dans une opération à forte création de valeur et avec un TRI qui peut être qui est non plafonné, donc qui peut être vraiment très créateur de valeur. Donc, on est ravis de vous proposer cette opération qui vient d'ouvrir sur la plateforme. L'objectif, c'est de faire un closing et une signature au plus tard fin juin. Donc, on est sur des délais qui sont assez courts. Donc, on espère que la collecte va se clôturer cette semaine et on vise un closing la semaine suivante. N'hésitez pas à se poser des questions avec vos contacts habituels chez Baltis. On sera bien sûr là pour répondre à vos questions. Comme dit Mariama, n'hésitez pas à écrire sur investir@baltis.com ou à nous appeler. Et puis voilà, merci. Merci à vous. D'ailleurs aussi, on se permet de vous remercier de considérer notre projet. Et évidemment, on fera le nécessaire et on va se donner évidemment le maximum. De toute façon, on ne sait pas faire autre chose, comme je dis bien souvent, que d'essayer de réaliser le bon fonctionnement de cette opération. Merci Zacharia, merci Dorian. Et puis on répond aux questions. Si vous voulez bien, Stéphane, je vous fais un petit mail aussi. J'ai vu qu'il y avait une question qui n'avait pas été répondue, mais avec plaisir pour y répondre. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. À bientôt. Excellente continuation. Merci.